Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Futur Composé, le rendez-vous des entrepreneurs de Dialogue RCF. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Barusso, directeur général d'Emergence. Jean-Christophe Barusso, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Christophe Barusso, vous allez nous expliquer ce qu'est Emergence déjà, et puis après on parlera de votre dada qui est le label Amplitude. Emergence, qu'est-ce que c'est Emergence ? Alors c'est une association qui est située aux 5 rues de la République à Marseille, association locale, 42 salariés. Nous sommes financés par des fonds publics, la métropole avant tout, mais aussi le département, la région, l'État et le Fonds social européen, qui vient abonder l'effort local. Et le cœur de métier d'Emergence, c'est de travailler dans le domaine de l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail. D'accord, donc en fait, vous aidez toutes les grandes institutions de notre pays à sauver l'emploi. À notre modeste niveau. Oui, mais c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Très bien. Alors, on n'aide pas tant les institutions du pays, on aide surtout chaque année un peu plus de 2300 personnes qui habitent Marseille ou Plan de Cuques, Allo et Septem-les-Vallons. Vous comprendrez bien que 98% des cas c'est Marseille, qui sont en situation difficile par rapport à l'emploi, qui sont un peu démunis, sans réseau, sans code, sans outils, et on leur propose un accompagnement individualisé, renforcé pour revenir à l'emploi. Et quelquefois avec un manque de formation et de diplôme, surtout. Oui. Ça va avec le reste. Alors, effectivement, notamment à Marseille, il y a un vrai décalage entre les besoins exprimés par les entreprises et les profils des demandeurs d'emploi, notamment en termes de qualification, mais parfois sur des postes qu'on appelle, nous, de premier niveau de qualification, c'est-à-dire des postes pour lesquels, finalement, les compétences techniques ne sont pas primordiales. L'écart se joue principalement au niveau de tout ce qui est compétences comportementales, sociales, relationnelles, les fameux soft skills qui sont si importants pour les entrepreneurs, alors les recruteurs qui parlent de savoir-être. Et effectivement, on a des personnes qui n'ont pas forcément les bons codes, qui ont une estime d'eux-mêmes un peu assez faible finalement, et ça les amène à pas utiliser forcément les bons mots, les bons codes, les bonnes démarches pour retourner à l'emploi. C'est à nous de les rassurer. L'associatif Jean-Christophe Barusso, c'est quand même, vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la marmite. On pourrait dire ça ? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais c'est vrai, assez jeune finalement, alors que je m'y destinais vraiment pas. Emergence, je ne connaissais pas. Le pli, on y reviendra tout à l'heure. Je ne savais absolument pas ce que cet acronyme voulait dire. Moi, j'ai fait une école de commerce après une prépa, après mon bac et après une prépa. Et au terme de cette école supérieure de commerce, c'était au début des années 90, il y avait encore, figurez-vous, le service national à faire. Ah oui. Pour les jeunes garçons. Et finalement, ça sert à quelque chose. En tout cas, à l'époque, on pouvait faire depuis quelques années ce qu'on appelait un service volontaire civil. C'était un service politique de la ville, exactement. Ça avait été mis en place par le ministre de la ville qui était l'oncle, j'ai oublié son prénom, et ça avait été, si j'ose dire, industrialisé, démocratisé par son successeur qu'on connaît bien à Marseille, puisque c'était Bernard Tapie à l'époque. Ah oui, d'accord. Et au final, quitte à faire 10 mois au service de la nation, je m'étais dit qu'en caserne, ça allait pas forcément être... c'est pas là où je serais le plus épanoui. Exactement. Et il y avait la possibilité, j'avais su totalement par hasard, j'avais lu peu de temps avant mon incorporation un hebdomadaire qui s'appelait JD. Alors c'est marrant parce qu'après j'ai été longtemps au centre des jeunes dirigeants, mais JD c'était jeunes diplômés, et la couverture c'était comment faire un service national utile, et j'avais trouvé l'idée bonne, et j'avais donc fait une demande pour faire le service national dans la politique de la ville. Et j'avais eu une réponse positive. J'avais fait du coup ce service national à Créteil, dans le Val-de-Marne, parce qu'à l'époque on pouvait le faire que dans dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Et j'avais intégré le centre communal d'action sociale de la ville de Créteil, sur une mission de 10 mois, qui était de développer des outils d'insertion professionnelle pour des gens qui étaient éloignés de l'emploi.
au bout de ces 10 mois, qui ont été finalement pour moi 10 mois, non pas de production, mais presque de formation, j'étais formé pour occuper le poste qu'on m'a proposé et que j'ai accepté avec plaisir. Alors à la fois parce que ça me plaisait, puis en plus dans le contexte à l'époque, 91, 92, c'était la crise économique, c'était pas si facile, même quand on sortait d'école supérieure, de trouver un job, donc ça s'était bien goupillé, si j'ose dire. Et puis vous voyez, au final, 25 ans, un peu plus de 25 ans après, j'y suis toujours. Oui, alors on peut parler de hasard, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas toujours des hasards, mais finalement, en voulant s'éloigner de quelque chose, on rentre dans un autre domaine qui trace notre vie. Donc le milieu associatif. Alors en plus, au niveau géographique, vous avez quand même fait des grands écarts, hein, parce que Perpignan, ville d'origine, Bordeaux, les études, Créteil pour les missions, et puis derrière, vous êtes revenu directement dans la région. À Avignon d'abord. À Avignon d'abord. Et puis, à Marseille ensuite. Et à Marseille ensuite. Oui. Bon. C'est finalement un tour de France boucler la boucle. Assez logique. Ça veut dire que après Marseille, je reviendrai certainement à Perpignan, mais c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Cette belle ville de Perpignan. D'accord. Donc, en fait, émergence. Alors, on a parlé du pli tout à l'heure. Émergence. Deuxième étape, le pli. Alors en fait, Émergence, c'est l'association qui anime un dispositif qui s'appelle le pli. Donc le pli, ça n'a pas une personnalité morale, hein, c'est pas une structure. C'est un dispositif. À statut associatif ou commercial. C'est un dispositif, ça veut dire plan local pour l'insertion et l'emploi. D'accord. Et des plis, il n'y en a pas qu'à Marseille. Le pli de Marseille, qui est devenu le pli Marseille-Provence-Centre, puisqu'il est maintenant intercommunal, il couvre 4 communes que je citais tout à l'heure, n'est pas le seul en France. Hein. Le premier pli, ça a été en 91, ça a été à Lille. Et ensuite, 93-94, il y a eu un certain nombre de plis dits de première génération qui se sont créés, dont à l'époque le pli de Marseille. Aujourd'hui, il y en a à peu près 150, il y en a 12 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 7 dans les Bouches-du-Rhône, dont 6 métropolitains, hein, ex-Marseille métropole, et le nôtre est celui qui couvre Marseille et 3 communes périphériques. On fait une pause comme invité aujourd'hui Jean-Christophe Barousseau, qui est directeur général d'Émergence et qui nous parlait du pli. Donc on continue sur le pli, le dispositif, ça y est, j'ai bien compris. Et comment se passe, enfin voilà, le nombre de plis PLIE qu'il y avait dans la région. 12. 12, voilà. C'est, en général, les dispositifs sont dans les villes, hein, vous m'avez dit. Oui, c'est plans locaux, hein, plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc, un pli est en général de moins en moins communal, très souvent intercommunal, parfois départemental. D'accord. Voilà. Mais c'est forcément un dispositif local. Donc, si vous voulez, l'emploi est de la compétence de l'État, mais on s'aperçoit quand même que l'intermédiation entre offre et demande d'emploi, quand on la gère au niveau local, on est un peu plus efficace qu'au niveau national. Le cadre est national, certes, mais les initiatives sont souvent locales. Et on se rend compte que les associations, le domaine des associations est une aide importante, hein, pour les grands dispositifs nationaux. Oui, alors il est clair que quand on parle de recherche d'emploi, on pense avant tout à Pôle emploi, qui est la structure nationale. Encore une fois, il y a les initiatives de Pôle emploi émanent des agences et émanent rarement de leur siège de la direction générale. Donc nous, pour ce qui nous concerne, effectivement, on est éminemment local. C'est une volonté politique locale, hein, encore une fois. On n'est que sur de l'argent public. Et le principe d'un pli, c'est les acteurs locaux mettent 1 euro dans un pot commun pour remettre à l'emploi des gens. Le Fonds social européen, donc la politique européenne de cohésion sociale, abonde cet euro avec un autre euro. Et en général, un pli, c'est, encore une fois, 50% de son budget par des fonds locaux, 50% par des fonds européens, en tout cas 100% par des fonds publics. Et nous, ça nous permet, à Marseille, le budget est d'à peu près 3 millions d'euros chaque année, et ça nous permet d'accompagner un peu plus de 2300 personnes qui sont en général là pour
pour la grande majorité assez éloignées de l'emploi, puisqu'on prend des gens qui sont en niveau de formation infra-bac, qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas eu d'activité stable depuis au moins 2 ans, et pour 40% d'entre eux, c'est depuis au moins 5 ans, voire qui n'ont jamais travaillé, qui souvent cumulent ce qu'on appelle des difficultés sociales, des freins périphériques qui peuvent venir parasiter. Oui, effectivement, tout va ensemble, effectivement, et qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps, qu'on est dans une situation délicate. On a parfois des problèmes de santé, parfois des problèmes de logement, parfois des problèmes de mobilité. C'est une compétence, la mobilité, pour retrouver un emploi. Donc, voilà. Donc, le pli, c'est faire ensemble pour, à tous les niveaux, créer des synergies pour développer un plan d'action dédié à ces personnes en situation difficile et les remettre à l'emploi, avec un objectif d'arriver à un taux de sortie positif, c'est-à-dire un taux de sortie sur de l'emploi durable d'au moins 50%. Ce qu'on arrive à peu près à faire sur Marseille. Ce qu'on appelle un taux de transformation. Oui. Tout simplement. Oui, tout à fait. 50%, c'est bien. C'est très bien au vu du contexte économique, même si le chômage a considérablement baissé depuis une décennie à Marseille, on reste quand même malheureusement 2 ou 3 points au-dessus de la moyenne nationale, et donc forcément le marché est plus concurrentiel, notamment pour les plus fragiles. Donc au final, oui, c'est pas un si mauvais résultat que ça qu'on tient ce 50%. Sur 2013-2017, qui était notre dernier protocole, on l'a tenu, on a légèrement dépassé les 50% de taux de sortie positif. Et la dernière étape, le label Amplitude. Oui. Alors en fait, pour revenir, mais très rapidement, ça fera la transition avec le PLI, c'est qu'on ne peut pas accompagner des gens à l'emploi sans mettre les entreprises dans le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler de notre côté, j'allais dire en chambre stérile, sur des process d'accompagnement à l'emploi, si on ne demande pas à celles c'est-à-dire les entreprises qui vont recruter ou pas les gens qu'on a accompagnés, de s'investir directement dans le process d'accompagnement. Donc, en fait, on a besoin des entreprises pour nous aider, et elles nous apportent 2 choses. La première, c'est une expertise technique. C'est elles qui connaissent le mieux leur métier, leurs besoins, et qui peuvent le mieux en parler. La deuxième chose, c'est que souvent, quand on fait de l'intermédiation offre-demande, on est là à lutter contre des représentations réciproques. Représentations que peuvent avoir les demandeurs d'emploi vers les entreprises. C'est-à-dire les entreprises peuvent être vécues, et en général, les gens qu'on accompagne sont des gens qui ont eu une cassure dans leur vie professionnelle, donc forcément, ils voient l'entreprise avec un peu de méfiance ou un peu de peur, et les entreprises peuvent se dire, finalement, si ces gens sont accompagnés, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas très motivés, qu'ils ont besoin d'accompagnement, donc ils sont fragiles, est-ce que ça vaut le coup de les... voilà. Donc on est en train de lutter contre les représentations, et d'avoir des entreprises qui s'investissent bénévolement à nos côtés, c'est bien pour montrer aux demandeurs d'emploi qu'on accompagne que le chef d'entreprise, le cadre d'entreprise, c'est quelqu'un qui peut être aussi bienveillant, donner des bons conseils, etc. Donc on a un réseau d'entreprises partenaires qu'on avait envie de valoriser, parce que ça fait 20 ans qu'on a créé ce réseau d'entreprises partenaires. Chaque année, ils mènent 1000 actions bénévoles pour les demandeurs d'emploi qu'on accompagne, et personne n'en parlait, ni ces entreprises, ni ces bénévoles, donc ni nous. Donc on voulait créer un marqueur pour à la fois les remercier, les fidéliser, et attirer d'autres acteurs économiques à s'investir à nos côtés au profit des plus fragiles et des plus démunis. Donc on a créé le premier label local qui valorise les entreprises ou les organisations de manière plus générale qui s'investissent au niveau local sur le champ de l'insertion et de l'emploi. D'accord. Alors pourquoi Amplitude ? Le mot déjà. Alors, son nom. Amplitude avec un histoire, E, avec un E. Oui, avec un c'est E. emploi attitude. Voilà. C'est le condensé. Emploi attitude. C'est voilà. Ça a été brainstormé. Emploi attitude. Emploi attitude, et c'est voilà le condensé de ça fait amplitude. Alors amplitude, ça, le label a une dizaine d'années. Il a exactement 10 ans. Il a eu 10 ans. Il entame sa 11e année. Fin d'année dernière. Ouais. Combien d'entreprises labellisées ? Alors, depuis 10 ans, il y en a un peu plus de 150 qui ont été labellisées. Et aujourd'hui, il y en a 90 qui le sont. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comparé à d'autres labels nationaux, où on voit souvent les mêmes entreprises qui sont labellisées, diversité, égalité, Lucie, j'en cite. Et voilà. Là, on a vraiment des entreprises de toute taille et de tout secteur. Et notamment de toute taille. C'est-à-dire que une des premières entreprises labellisées, par exemple, c'est un cabinet de communication qui s'appelle Acomz. C'est
À l'époque, c'était 5 salariés, maintenant c'est 10, je crois, mais bon, voilà. Et puis, on a des entreprises, là, plus récemment, les établissements marseillais d'Elior, Caporal ont été labellisés. Donc, EDF, les établissements d'EDF sont labellisés. Même des grandes entreprises demandent à être labellisées. Oui, parce que... Des parties, en fait. Oui, alors effectivement, une entreprise qui souhaite être labellisée pour l'ensemble de ses établissements régionaux ou nationaux, on lui dit Amplitude n'est pas fait pour vous. Puisqu'Amplitude, c'est un référentiel qui est AFNOR, mais une gouvernance, si j'ose dire, une animation qui est avant tout locale. Nous, on est là juste pour mesurer l'engagement des entreprises locales en faveur de l'insertion et de l'emploi, ou donc des établissements locaux en faveur de l'insertion et de l'emploi. Jean-Christophe Barousseau, on a parlé du PLI, du dispositif PLI, Amplitude. On arrive donc sur le label Amplitude. Vous nous avez parlé des 150 entreprises qui avaient été labellisées. Et expliquez-nous un peu comment ça se passe. Comment une entreprise décide d'être labellisée ? Alors d'abord, sur quelle base on labellise une organisation ? On s'appuie sur le référentiel AFNOR, qu'on a construit d'ailleurs avec l'AFNOR, puisque quand on a voulu créer Oui, parce qu'il faut un référentiel, nécessairement. Exactement, il n'existait pas. Donc on a d'abord travaillé avec l'AFNOR pour créer ce référentiel, avant de créer ensuite l'écosystème, l'écosystème local qui nous a amené à animer Amplitude sur Marseille-Provence. Alors le référentiel, c'est 3 axes. Alors, je vais parler de la nouvelle version du référentiel parce qu'on l'a actualisé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ces 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe finalement qui est issu de notre idée de démarrage. C'est-à-dire comment une entreprise mène des actions en faveur de son environnement vers 3 cibles, c'est-à-dire les scolaires, les demandeurs d'emploi, les créateurs d'entreprises. C'est-à-dire, là, pour le coup, on est en plein dans des actions que peuvent mener des entreprises de manière souvent assez désintéressée en faveur de gens qu'elle ne recrutera pas forcément et qu'elle ne recrutera même rarement, mais pour les aider à créer leur entreprise ou à trouver du travail ou à s'orienter dans leur vie professionnelle. Le deuxième axe, c'est valorise les actions que mène cette entreprise par rapport à ses propres salariés. Parce que du coup, même si ce n'était pas notre idée de démarrage, on nous a fait observer qu'il serait compliqué de labelliser une entreprise faisant des choses magnifiques pour son environnement, pour des scolaires, des demandeurs d'emploi, si derrière elle n'était pas trop vertueuse pour ses propres salariés. Donc effectivement, on a créé un axe qui s'appelle dans le référentiel recruter, intégrer et faire évoluer ses collaborateurs, et qui donne à peu près la chronologie d'une gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on va valoriser les actions que mène une entreprise quand elle recrute de manière non discriminante. On va valoriser les actions que mène une entreprise quand elle considère que l'intégration d'un de ses collaborateurs, quel que soit son niveau hiérarchique, est un axe stratégique RH et qu'il faut le penser. Et on va aussi valoriser les actions qu'elle mène pour faire évoluer ses collaborateurs dans la vie de l'entreprise et dans le contrat de travail. C'est-à-dire que là, on va valoriser les actions menées par une entreprise pour favoriser l'articulation entre vie perso et vie pro, l'égalité femmes-hommes. On va valoriser les entreprises. La formation. Exactement, les actions. Alors, on ne labellise pas quand on respecte le droit du travail, mais quand on fait mieux. Quand on surperforme, quand on dit le mot français. Quoi, voilà. Si on mène une action particulièrement intéressante et vertueuse par rapport à un public TH, non pas pour ne pas avoir payé l'amende, mais parce qu'on va bien au-delà de notre contribution. Là, ça devient quelque chose de valorisable. Idem pour les entreprises qui, par exemple, vont au-delà de leur obligation en matière d'alternance, et qui en font un axe. Donc, c'est pas uniquement bon élève, c'est premier de la classe. C'est premier. Alors, oui et non, parce que mais je vais y revenir. C'est une bonne question. Parce que ça va m'amener à vous dire quelque chose de très très important sur le label Amplitude. Je complète juste, je parlais de 3 axes. Le 3e axe, c'est comment on pérennise sa démarche. C'est-à-dire comment on valorise des actions d'une entreprise qui considère que sa stratégie insertion-emploi, c'est pas uniquement quand tout va bien, mais que c'est une partie intégrante de sa stratégie globale d'entreprise. Ce qu'on veut porter là à travers ce 3e axe, c'est l'idée que performance sociale et performance économique sont pas antinomiques, mais que ça contribue, que ça s'additionne pour faire performance globale ou performance durable. Et que donc, dans sa stratégie insertion-emploi, on évalue, on communique, on planifie, au même titre qu'on planifie un business, etc. Alors, on labellise une entreprise quand elle mène des actions sur ces 3 axes
et qu'elle s'engage sur un plan d'amélioration. Parce qu'au final, il ne faut pas être le premier de la classe pour être labellisé Amplitude. Ce n'est pas un label d'excellence. Alors là, c'est pour le coup un vrai parti pris qu'on a choisi sur Marseille, c'est de dire ça doit être un label de progression, un label d'engagement. Autrement dit, si j'ose dire, on peut être labellisé une première fois, même si sa contribution à tous ces axes peut sembler modique par rapport à la capacité, à la taille de l'entreprise. Au final, le choix que l'on a fait, c'est pas de dire à une entreprise dont on pensait qu'elle pouvait faire plus, c'est pas bien, vous n'êtes pas labellisé, revenez dans 2 ans, c'est de dire merci pour ce que vous faites. Et par contre, dans le cadre du plan d'amélioration, on va essayer avec vous, avec votre accord, d'aller un peu plus loin. C'est peu mieux faire. Exactement. Voilà. D'aller plus et fera mieux. Donc on est sur un principe d'escalier, si j'ose dire, et on peut être labellisé si on est là sur la première marche de l'escalier. L'idée, c'est de jamais descendre. Voilà, et de gravir à son rythme les marches de l'escalier pour progresser. Alors, progresser sur l'ensemble des axes, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'une entreprise fait quelques actions en faveur de scolaires, de créateurs d'entreprises, de demandeurs d'emploi, mais qu'elle pourrait faire plus. Sur l'axe 2, la progression va peut-être plus se matérialiser pour les TPE et les PME qui n'ont pas une direction des ressources humaines, qui n'ont pas un DRH avec tout un staff derrière, mais qui font des choses dans l'esprit assez sympa, mais peu formalisées, peu outillées, peu structurées. Et à ce moment-là, le plan d'amélioration doit pouvoir nous permettre de les appuyer dans leur structuration de leur gestion des ressources humaines, c'est-à-dire de les faire progresser sur cet axe-là. À partir de quelle taille d'entreprise peut être labellisée, peut demander Alors, l'éligibilité, à passer, l'éligibilité, c'est qu'une entreprise, pour être labellisable, doit avoir 1 an d'existence et au moins un salarié. D'accord. Voilà, parce que s'il n'y a pas de salarié, c'est compliqué de labelliser sur l'axe 2. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, un salarié, ça suffit. On peut être labellisé avec un salarié. Alors, une TPE d'un salarié, c'est bon. C'est bon. Et qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça va amener? Alors, bien sûr, ça amène du positif pour une entreprise, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça va donner? Est-ce que ça va donner une envie de performer, d'excellence Alors, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est une question qu'on se pose depuis un peu plus de 11 ans. C'est-à-dire, pourquoi une entreprise se dirige vers Amplitude? Qu'est-ce qu'elle va en retenir? En l'occurrence, c'est les entreprises labellisées qui en parlent le mieux. Elles, ce qu'elles disent et ce qu'elles mettent en avant tout, c'est la communication interne, c'est la cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se raccroche à des valeurs d'engagement et de solidarité, c'est une entreprise qui parle à ses salariés et parle notamment aux jeunes salariés. C'est une entreprise qui se distingue par rapport à de nouveaux collaborateurs qui hésitent entre plusieurs boîtes et qui se disent tiens, dans cette boîte-là, il y a un supplément d'âme. Il y a l'effet réseau. Les entreprises labellisées, on les réunit autour de Club Amplitude chaque année parce qu'elles partagent plusieurs fois dans l'année, parce qu'elles partagent les mêmes valeurs et qu'on a envie de les faire progresser sur leur politique RH ou RSE. Et puis, encore une fois, c'est un partenariat public-privé. Donc, c'est aussi des entreprises qui ont envie de montrer aux acteurs publics de leur territoire, qu'elles sont investies dans leur, dans leur écosystème. Et je ne parle pas là seulement des entreprises qui dépendent de la commande publique, je parle de toutes les entreprises qui ont envie de montrer à elles-mêmes, à leurs parties prenantes, économiques ou institutionnelles, qu'elles sont investies sur leur territoire. Merci Jean-Christophe Barusso d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir si bien parlé du label Amplitude.